Bienvenue dans Rétrospective, épisode 12. Il faut surtout pas vivre avec des regrets. J'aurais dû. Et ça, c'est le pire des mots. J'aurais dû. L'avenir est devant toi. Qu'est-ce que tu risques ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire de Francis. Un autre Francis que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à un ami avec qui je travaille et à qui je parlais de mon podcast pendant un déjeuner. Et je lui disais que en ce moment, j'avais vraiment besoin de témoignages d'hommes parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes et j'avais l'impression que les hommes que j'avais rencontrés jusque-là et à qui j'avais proposé de participer au podcast étaient plutôt réticents à l'idée de raconter leur vie et surtout les détails intimes de leur vie. Moi, je n'oblige jamais personne à raconter des choses, c'est vraiment complètement libre. Mais le but, c'est quand même de retracer une vie, donc moi, les personnes que je rencontre, il faut absolument qu'elles soient à fond dans le projet et qu'elles aient envie de se livrer. Sinon, j'ai un peu l'impression de faire les choses à moitié. Donc, j'avais pas malheureusement trouvé autant d'hommes motivés que de femmes. Et donc voilà, je disais à mon ami, écoute, si tu connais un homme qui accepterait de me parler, eh bien, surtout n'hésite pas à me donner ses coordonnées. Et c'est ce qu'il a fait. C'est donc comme ça que j'ai rencontré Francis. Donc j'ai eu Francis au téléphone, je lui ai expliqué le projet, on a beaucoup parlé et très vite on a pris rendez-vous dans sa maison, à Maison Alfort. D'ailleurs, une maison incroyable avec de la décoration partout, des objets vintage trouvés dans des brocantes. J'ai beaucoup aimé parce que je suis rentrée directement dans son univers. Et puis Francis est quelqu'un d'extrêmement accueillant qui m'a mis tout de suite à l'aise. Et donc on s'est très vite installés et on a commencé à discuter. Pour l'occasion, j'ai testé un nouveau micro, qui est un micro qui se place sous le col de la chemise, et donc un tout petit micro qui ne se sent presque pas, qui ne se voit pas, et du coup qui fait oublier qu'on est en train de se livrer pour un témoignage qui va être écouté par des gens. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intime en tout cas. Après, je ne suis pas hyper satisfaite du son, donc c'était clairement un essai. Je pense que je ne réutiliserai pas ce micro. Voilà, ça c'était une petite parenthèse technique. Pour en revenir à Francis, c'était un moment... vous allez penser que je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. C'était un moment incroyable, en fait. On a rigolé, on est passé du rire aux larmes. J'avais vraiment l'impression d'être avec un tonton qui me raconte sa vie. Il m'a livré énormément de choses. Vous allez entendre que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies, en tout cas qui a fait énormément de métiers dans sa vie, qui a appris sur le tas avec les galères, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les problèmes de santé, les amis qui disparaissent. Et tout ce que la vie, en fait, peut apporter de bon et de mauvais, comment il a géré ça et comment aujourd'hui il est heureux dans sa maison avec sa femme et sa bande d'amis qui est sa deuxième famille et qui sont devenus un peu tous les confidents de son fils qui a 20 ans et dont il est extrêmement fier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec son témoignage et on se retrouve après. Bonne écoute à tous. Donc, je m'appelle Francis, j'ai 65 ans. En ce moment, sans activité, parce que licenciement économique à cause du Covid. Vu la conjoncture, en ce moment, pas évident de retrouver tout de suite. Mais quelques pistes, quelques relations, sachant que moi, j'ai toujours trouvé mes activités par cooptation, c'est-à-dire par mon réseau. Et bon, en ce moment, personne ne se bouscule pour engager des gens. Donc, stand-by, je pense, jusqu'à 2021. On va oublier 2020, je pense. J'ai commencé à 13 ans, alors dans la coiffure pendant 10 ans. Ensuite, j'ai arrêté la coiffure. Géo au Club Med pendant 2 saisons. Ensuite, j'ai arrêté. Je suis rentré à UGC pour m'occuper de la distribution des films UGC sur l'Afrique, en tant que chef d'agence en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai arrêté. Je suis rentré dans le Sentier pour vendre des boutons et des fermetures à glissière pour le prêt-à-porter. Après, je suis devenu acheteur en prêt-à-porter pour des grossistes européens et américains. Bon, j'ai vendu pour un marchand de biens des appartements à la découpe. J'ai été courtier en prêt bancaire. J'ai vendu des bracelets caoutchouc, des élastiques. La dernière activité que j'ai eue, je m'occupais de la gestion et de la commercialisation de bennes de chantier. Et j'en oublie. Ah oui, j'ai travaillé pour Louis Dreyfus aussi dans la fibre optique. Il s'avère que j'avais une sainte horreur de l'école.
Et il s'avère que la dernière année de scolarité, je crois que j'y suis allé une journée. Et le reste du temps, je faisais partie d'une bande dans le 9e arrondissement. Et on allait au cinéma, on traînait nos guêtres dans les jardins publics. Et puis j'imitais très très bien la signature de mon père. Ce qui fait que je faisais des mots d'excuses. Et tout le monde pensait que j'étais au stade de la mort. C'est-à-dire que j'étais en fin de ma vie, quoi. Puis ça s'est su. Et lorsque ça s'est su, ils ont voulu me transférer d'école en école, mais plus aucune école ne voulait de moi. Donc j'ai une dérogation pour quitter l'école et je suis rentré en apprentissage. Et la coiffure, parce que c'était la dernière porte de sortie, et ma mère étant dans la coiffure, c'est elle qui m'a fait rentrer par ce biais dans la coiffure. Alors, j'ai un frère, c'est une catastrophe. Dans ma jeunesse, il a essayé à plusieurs reprises de me tuer parce qu'il ne me supportait pas. Il était hyper jaloux, à savoir que on avait 7 ans d'écart, donc j'étais 7 années plus jeune que lui. Tous les amis de mes parents m'adoraient, ne le supportaient pas. Tout le monde me faisait des cadeaux, jamais à lui. Donc il était, c'était une horreur. Donc c'est devenu une peste. Et puis il est resté jusqu'à la fin de ses jours. Il n'est même pas venu pour l'enterrement de sa mère, et il n'est pas venu pour l'enterrement de mon père. Il est venu toujours le lendemain pour la succession. Mes parents travaillaient tous les deux quand j'étais jeune, et ce qui fait que très jeune, j'avais des problèmes de santé, j'étais rachitique. Et donc je passais avec ma grand-mère paternelle 3 mois par an dans sa maison à Saint-Malo et 3 mois par an chez moi en Suisse, en haut des montagnes, où je mangeais que du chocolat, du lait, de la crème fraîche. Et ça m'a redonné du tonus. Encore plus petit, j'étais en nourrice chez le comte et la comtesse Arsquette de Caravelle, où j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'ils avaient déjà 8 enfants, eux. Et ils gardaient en plus 6 enfants, dont 4 petits rats de l'opéra, et moi-même, et une autre petite fille. Donc on partait l'été en Bretagne, dans leur résidence qu'ils avaient en Bretagne. Et c'était juste des moments magiques, parce que on était une grande tribu, c'était une grande tablée, c'était 40, 50 personnes à chaque repas. Et donc il y avait la cloche, sonnait la cloche quand c'était l'heure de passer à table. Et tout le monde arrêtait tout ce qu'il faisait, il fallait rentrer dardard pour se laver les mains et passer à table. C'était génial, j'ai adoré. Alors Catherine, avec lequel nous avons eu un autre fils, il s'avère que j'ai mis 10 ans pour la voir, parce qu'elle était avec un de mes amis. Et puis un jour, Philippe, son ex-conjoint, me dit c'est fini, je veux plus d'elle. Je dis arrête tes conneries. Il me dit non, je veux plus d'elle. Je dis ok, d'accord. Et on était en Auvergne à l'époque. Enfin, j'y étais pour une semaine, pour lui donner un coup de main, parce qu'il venait de racheter un bar, hôtel, restaurant. Et Catherine vient pour le week-end, parce qu'elle travaillait Air France. Et là, super semaine avec lui. Et puis dès que Catherine arrive, une gueule, mais odieux, insupportable, l'engueulant. J'ai chopé, je lui dis, mais Philippe, tu fais quoi là? J'ai dit à Catherine, tu vas pas reprendre l'avion pour rentrer dimanche. Si tu veux, je te ramène en voiture. Et à l'époque, j'étais descendu avec une 2 chevaux. Et on est remonté en 2 chevaux tous les deux. Et on a mis 17 heures pour remonter. Elle, sa passion, c'est la couture, le tricot, donc tout ce qui est boutons et ainsi de suite. Et à l'époque, quand je travaillais dans les boutons, à chaque fois que j'avais une nouvelle collection, c'est-à-dire 2 fois par an, collection été, collection hiver, je la conviais pour lui dire « Ah, faut que tu viennes voir ma nouvelle collection ». Mais elle avait tellement peur de moi qu'elle venait toujours accompagnée d'une copine. Elle repartait toujours toute seule. Je dois dire que j'ai été célibataire jusqu'à 40 ans. Et du coup, on s'est mis ensemble, et puis on a attendu, je voulais être sûr que ça soit elle, on a attendu 5 ans, et donc moi à 45 ans, et Catherine 42, elle est tombée enceinte, et on a eu notre fils qui a 20 ans maintenant. Quand j'avais 20 ans, c'était magique. 20 ans, j'étais à la coiffure, donc. Et je me souviens d'un jour, j'avais beaucoup à l'époque, à 20 ans, j'avais beaucoup de clientes. J'avais toutes les filles de chez Madame Claude, par exemple, parce que Madame Claude venait me voir en me disant « Francis, je vous envoie une de mes petites protégées, je compte sur vous, vous me la transformez, voilà, tac, tac. »
Je travaillais beaucoup avec des gens du spectacle aussi, les gens de la mode, les mannequins cabines de chez Jean-Louis Scherrer. Et un jour, j'avais une cliente que j'adorais, qui était magnifique. J'avais 20 ans, elle avait 30 ans, son mari 40. Et je craquais complètement sur elle. Puis un jour, elle m'entreprend, elle me dit « Francis, il faut que je te parle ». Je dis « Oui, Annie, je t'écoute ». Elle me dit « Voilà, je suis d'accord pour sortir avec toi ». Je n'ai rien demandé. Hein. Et là, la bouche m'en tombe, Tex Avery, je veux dire, j'ai la langue qui touchait le sol. Et elle me dit, mais à une seule condition. Alors, je lui dis, ah bon, laquelle? Elle me dit, c'est que je t'entretienne. Mais une beauté, c'était une beauté de femme. Je me vois absolument pas vieillir. Honnêtement, je ne m'intéresse pas du tout à ça. Savoir que je sais que j'ai 65 ans, mais je me sens pas du tout ni l'âme, ni le moral, ni l'état de santé de quelqu'un de 65 ans. Quand je revois des amis que je connais depuis 40, 50 ans, systématiquement, c'est parce que des fois on se voit pas pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis d'un seul coup on se rappelle, et puis on se fait un dîner, ou on se fait un déjeuner, et on se revoit, et systématiquement ils me disent « Mais comment tu fais? T'as pas changé quand même, c'est incroyable. » Toujours autant de cheveux, toujours autant de... bah oui. Ah tiens, je vais te montrer une photo quand j'avais 18 ans. Bah, je vois le temps qui passe. C'est vrai que quand notre fils est sorti du ventre de Catherine, c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical parce que le gynéco disait ouais, tu me fais venir un dimanche, j'étais au golf, je suis fatigué. Bon, et puis il regarde Catherine et il dit bon, bah écoute, Catherine, tu vas pousser 2 fois, puis normalement c'est bon. Et elle a poussé 2 fois, il est sorti tout de suite. Et donc il a mis les 2 blocages sur le cordon ombilical. Puis il m'a dit tiens, prends les ciseaux, moi je suis fatigué. On est dimanche, j'ai pas envie de travailler. Et c'est moi qui ai coupé le cordon. Alors Catherine a un fils qui est plus âgé, mais qu'on a récupéré lorsque on s'est mis ensemble, à savoir que Evan, il avait 5 ans. Et donc maintenant il en a 30... il est de 88, 32. Je le considère comme mon fils. Je l'ai éduqué de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc quand il était petit, je lui dis écoute, de toute façon, je suis pas ton papa, mais tu peux m'appeler ton moche père plutôt qu'un beau père. Et puis il y a quelques années de cela, il m'a ému aux larmes quand il était revenu vivre ici avec sa copine et que je lui avais trouvé un appartement. Donc je l'aidais pour le déménagement, et puis dans la voiture, il me dit tu sais, Siffran, t'es mon deuxième papa. Oh, j'ai fondu en larmes. C'est moins compliqué une femme qui a un enfant après 40 ans, mais il faut qu'elle ait eu un enfant avant. Une femme qui n'a pas eu d'enfant avant 40 ans et qui tombe enceinte à 40 ans, c'est plus à risque. Je ne sais pas si c'est une vérité absolue. Mes parents avaient avant qu'ils divorcent, ils m'avaient acheté un coffret de chez Christophe avec tout l'argenterie, les petites cuillères, les cuillères à soupe, les couteaux, les fourchettes, les trucs à dessert, machin. Et puis un jour, il a craqué, il me dit bon, de toute façon, comme tu te marieras jamais, tiens, prends la ménagère et t'en fais ce que t'en veux. Et à la finale, non, je vis toujours dans le péché, moi. J'ai jamais été marié de ma vie. Ni marié, ni paxé, ouais. Ça fait 25 ans qu'on vit ensemble. Un coup, c'est elle qui me dit bon, tu m'épouses? Là, je lui dis, il faut que je réfléchisse. Puis ensuite, c'est moi qui vais la voir, je sais pas, un an plus tard, puis je lui dis, bon, tu veux m'épouser? Faut que je réfléchisse. Raison est que là, on rentre plus dans une conversation, justement, pour en revenir à la fin de vie, à savoir que, du coup, toute la maison, tout est à Catherine. Moi, j'ai rien. Par contre, je suis domicilié sur Paris, j'ai un appartement sur Paris. Justement, pour éviter, si tu veux, les soucis au cas où il y en ait un qui rende l'âme, que l'autre se retrouve... Bon, Catherine ne se retrouverait pas dans la mouise, mais ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les reversions de retraite, il faut qu'on envisage l'idée, un de ces quatre, de se marier. Du reste, juste après le confinement, c'était en juin,
On avait un couple d'amis qui devait se marier en mars. Ça a été reporté à cause du confinement. Et on s'est retrouvés, donc Catherine le témoin de Laurence et moi le témoin de Christian. Et on était tous les 4 à la mairie. Ça a été un mariage avec 4 personnes. Je pense qu'on fera à peu près la même chose. Par contre, ça ne nous empêchera pas de faire une fête ensuite. Ah mais nous, on fait la fête tout le temps. Hein. On n'attend pas le 31 décembre, ni le carnaval, ni le... Non, par exemple, cette année, on n'a pas fait grand-chose au 31 décembre. Ah si, je crois qu'on était invités, on a fait une petite fête, mais enfin pas violent. Et le 13 janvier, on a une copine qui a dit « je fais le non-nouvel an ». Et là, on a fait une grosse fête. On a refait le nouvel an le 13 janvier. Alors, on a une bande qui est très soudée, depuis 25 ans. Parce qu'elle a ses amis d'avant, mais avec lesquels je suis ami, mais c'est pas le même réseau. J'ai mes amis d'avant, mais c'est pas le même réseau. Et on a créé notre propre réseau d'amis. Voilà, on profite qu'on ait le jardin pour, par exemple, organiser les anniversaires de nos amis. Et ça se fait dans le jardin avec le barbecue, le truc, machin. C'est ce groupe-là. C'est la famille qu'on a créée. Donc c'est celle qu'on aime. On choisit pas ses parents, on choisit ses amis. On est contraires l'un à l'autre. À savoir que par exemple, moi j'ai arrêté l'école à 13 ans, donc j'ai pas un niveau bagage études à part ce que j'ai appris sur la vie, sur le terrain. Par contre, elle, c'est une intellectuelle, elle parle 7 langues, elle écrit le russe, le chinois, l'allemand, C'est une femme qui est vraiment, c'est un cœur. C'est-à-dire que quelque part, dans le groupe, c'est une crème. Elle est là pour aider tout le monde. Je veux dire, c'est un cœur, mais elle donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Elle n'a pas d'arrière-pensée. Ben, maintenant, elle a 62. Et alors, en plus, ce qui gâche rien au plaisir, c'est une cuisinière hors pair. Et elle m'a fait un très très beau fils. Elle m'a fait un chef-d'œuvre. Alors, il habite toujours ici. Ben, il a que 20 ans. Hein. Et donc, il se démerde plutôt pas mal parce qu'il a eu son CAP, son bac pro en hôtellerie-restauration. Et donc, maintenant, depuis, ça fait un an, un peu plus d'un an et demi peut-être, il est au Fouquet's. Il travaille au Fouquet's. Donc, là, en janvier, il a été engagé en CDI parce qu'il était en école d'alternance, tu sais. Il voulait faire un BTS Management. Et il y avait une spécialité qu'il voulait impérativement faire, mais ils étaient 29 à se présenter et il y avait 8 places. Et donc il n'a pas été pris, donc il a arrêté l'école. Il a été voir le directeur du Fouquet's qui lui a dit « Mais Titien, pas de problème, 1er janvier, CDI ». Et au mois de mars, ils lui ont dit « Sache que le prochain qui passe chef de rang, c'est toi ». Donc le plus jeune chef de rang de Fouquet's. Ça devait être pour septembre. Avec le Covid, tout est tombé à l'eau. Mais pour le faire patienter, parce que ça ne sera pas avant 2021 maintenant qu'il passera chef de rang, ils avaient fait une sélection dans le groupe Barrière, des restaurants du groupe Barrière. Il y avait 8 garçons et filles qui avaient été présélectionnés pour être auditionnés. Donc il y a la DRH qui a vu les 8. Ensuite, il y a le directeur général du groupe Barrière qui a vu les 8. Et ensuite, ils en avaient sélectionné 2. Et c'est le directeur général du Palace Barrière, qui est à Courchevel, qui a monté sur Paris. Et c'est lui qui a été sélectionné. Normalement, il part à la fin du mois, là, pour 5 mois à Courchevel. Il paye 1 000 € pour les 5 mois pour toutes les pistes. Et dès qu'il rentre de Courchevel, il passe chef de rang. Et tous nos amis sont fiers. Titien est le petit protégé de toute la bande. Donc, nos amis, c'est tante Ben, c'est tante Olga, c'est tante... c'est que des tantes. Tante Valou, que des tantes. Et c'est le petit protégé, oui. Tout le monde le suit. Non, c'est juste magnifique. S'il ne veut pas me parler à moi, il peut aller voir Polo. S'il ne veut pas parler à sa mère, il va voir tante Ben ou tante Olga. Il peut... ou Marie-Laure, ou une de la bande, suivant ce qu'il a à dire ou ce qu'il veut. Il choisit dans son botamanda qui il a choisi pour parler.
Alors, Catherine, elle avait déjà fait un burn-out quand elle était à Roissy, parce que elle était à la correspondance. Et comme elle parle cette langue, t'avais un gars, il arrivait, il lui parlait en chinois, celui qui était derrière lui parlait en russe, le troisième, il lui parlait en allemand, le quatrième en anglais, le cinquième, et ainsi de suite. Et à un moment donné, ça a bousculé dans sa tête, parce que c'était trop dense, quoi. Donc elle a fait une dépression. Pour la sortir de sa dépression, j'ai demandé, quand elle était internée, à la faire sortir les week-ends. Donc j'allais la chercher, on venait à la maison et je la ramenais. Mais c'était pas cette maison-là, c'était l'autre. Et ben c'est là où elle est tombée enceinte. Donc elle est sortie de sa dépression. Mais après coup, après la naissance de Titien, quelques mois plus tard, elle m'a fait pire qu'une dépression. Elle m'a fait une dépression, la première, dépression postnatale, dépression du décès de son frère, et ben un petit cancer. Ben, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec Ticia qui avait quelques mois, Evan qui avait crise d'ado 11-12 ans. Donc j'avais appelé Philippe en lui disant écoute Philippe, tu pourrais prendre Evan le temps que Catherine soit hospitalisée et tout. Et ben il m'a raccroché au nez et on n'a plus entendu parler de lui pendant 1 an et demi. Et je me suis retrouvé avec les 2 gamins plus Catherine à l'hôpital. Ouais, j'ai vécu un moment pourri. Non, c'était pas évident. Et bref, j'ai eu l'avantage d'avoir une de mes amies qui s'appelle Valérie. Son mammographe, Catherine, elle aime pas les passe-droits. Ça, c'est un truc, moi j'adore les passe-droits. C'est-à-dire que je me sers beaucoup de mon réseau. Et elle appelle son mammographe, mais elle précise pas qu'elle est Catherine et son nom de famille. Et il était là, dans son cabinet, mais il travaillait pas, parce qu'il rangeait les papiers juste avant de partir en vacances. Et ensuite, quand il l'a su, quand il est revenu de vacances, il a engueulé Catherine en lui disant « Mais attends, Catherine, c'est complètement con ce que t'as fait là. J'étais là dans le bureau, je t'aurais pris tout de suite. » Alors que le rendez-vous, c'était 1 mois et demi plus tard. Donc moi, je dis à Catherine « On n'attend pas 1 mois et demi. Hein. » Donc j'ai appelé une de mes amies, Valérie, et je lui dis « Écoute, voilà Valérie, la situation. » Bon, la brusque pas. Elle prend son bain, elle s'habille, se pouponne, se maquille et tout. Et tu viens au cabinet et elle me dit je te prendrai entre deux. Donc on débarque avec Catherine, elle sort de son cabinet avec un patient, elle nous voit, 3 minutes après elle nous prenait. Elle fait un examen, elle sort, elle me dit ça me plaît pas. Donc elle en fait un deuxième, elle me dit ça me plaît pas. Elle en fait un troisième, elle me dit je peux te voir dans mon bureau. Putain. Elle me dit on est dans la merde. Ah. Putain, ça fait mal quand on entend ça. C'est redoutable. C'est redoutable. Mais elle a été absolument géniale. Elle a mis tout le monde sur le pont. En 10 jours, elle se faisait opérer. En même pas une semaine, elle avait passé tous les examens avec le cancérologue, avec l'anesthésiste. Tout était fait en 1 semaine. 10 jours après, il l'opérait. Boum. Extraordinaire. C'est surtout, si tu veux, quand tu as fini tous les protocoles, chimio, curithérapie, radiothérapie, tu as encore cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête, parce qu'il faut attendre 5 années pour être sûr que tu pourras mourir d'un cancer, mais pas le même cancer. Tu n'as plus de traitement, tu n'as plus rien, mais tu as ce risque d'une résurgence. Et ça, c'est terrible, ça, cette attente. Ça nous a endurcis, ça nous a rapprochés, ça nous a solidifié, parce que l'adversité, c'est quand tu as vécu quelque chose de pas sympa, et que c'est terminé, tu as un grand soulagement. Si tu as passé ça, tu tombes enceinte, le mec il se casse, tu as le cancer, le mec il se casse, si tu es encore là après tout ça, ça tient. Tu laisses aller la vie, ensuite tu profites au quotidien, parce que ce qui est pris n'est plus à prendre. Tu t'arrêtes pas à un petit bobo parce que t'as une rage dedans ou je sais pas, tu profites de la vie, quoi. Titien, elle a part 5 mois, mais ça va lui donner parce qu'il avait déjà envie, si tu veux, il va attendre d'être chef de rang pour valider, si tu veux, sur son CV, que Fouquet, chef de rang. Bon, ensuite, tu as un passeport pour le monde. Puis il veut beaucoup voyager. Donc, logiquement, il sera plus là, ou très peu, on va dire. Et nous, cette maison, je dis c'est trop grand, mais c'est pas tellement le fait, parce que
Si on vendait ici, ça serait pour acheter encore quelque chose de beaucoup plus grand. Mais dans l'optique d'avoir un espace dédié pour Catherine, pour faire son atelier, tricot, couture, création, tous ces trucs-là, avec un petit espace pour elle dédié, pour faire un genre d'atelier, pour exposer ses œuvres, donc éventuellement vers le dimanche matin ou le dimanche après-midi pour vendre. Et puis moi, de mon côté, je voudrais aussi un espace pour en faire un atelier, pour faire un bureau, pour pas qu'on se marche dessus. Puis ensuite, donc ça serait une maison avec des dépendances. Et ensuite, la maison courante avec séjour, salon, cuisine et quelques chambres pour éventuellement faire maison d'hôte, avoir 3-4 chambres, soit maison d'hôte, soit recevoir nos amis, bien sûr. Donc là, on a été visiter une maison déjà, mais ils mettent sur l'annonce que la maison, elle fait 375 mètres carrés, et en réalité, elle en fait 650. Donc je dis à Catherine, quand même, à nos âges, 650, c'est peut-être beaucoup. Pourquoi j'ai fait autant de métiers? Ce que j'adore, c'est apprendre. Donc, comme je n'ai pas été à l'école, j'apprends différemment. Quand j'étais pour Louis Dreyfus, le premier chantier que j'ai fait, j'avais un statut de géomètre. J'ai jamais été géomètre de ma vie. Quand j'étais en Vendée, j'avais un statut d'ingénieur. J'ai jamais été non plus ingénieur. Et je m'étais rendu compte très tôt, je crois vers 30 ans, que pour intellectuellement et pour bien gagner sa vie, tu ne pouvais pas travailler que dans une seule chose. Il fallait que tu fasses plusieurs choses. Et donc j'ai expérimenté ça il y a 35 ans, quoi. Et avec toujours 2 ou 3 activités en même temps. Parce que c'est jouissif quand le téléphone sonne, on t'appelle, c'est pour te commander une benne. Ensuite, on t'appelle, le coup d'appel, c'est parce que... oui, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un financement pour acheter ma maison. Troisième appel, c'est sur autre chose. Et c'est une gymnastique qui est beaucoup plus sympathique que toute la journée répéter la même chose. Donc ça, c'était sur la vie professionnelle. Maintenant, sur ta question, c'était sur la peur. Honnêtement, non, parce que pour moi, depuis toujours, j'ai toujours envisagé l'idée qu'on avait tous notre livre de vie. C'est-à-dire que chaque jour que tu tournes une page, elle est déjà écrite. Sauf que toi, tu la vis pas encore, tu la vivras que demain. Et donc, ton livre, il s'arrête un jour. Et ça, tu le sais pas. Donc, ça arrivera quand ça arrivera. Pour moi, la plus grande misère, c'est la maladie. Tant que tu es en bonne santé, que tu as tes 2 mains, tes 2 pieds, tes 2 yeux, tout va bien. Par contre, le jour où tu as une maladie... c'est redoutable. Tu vois, mon ami René dans les toilettes, là, justement, lui, il venait de quitter sa femme et il s'était remis avec l'amour de sa vie, qui a toujours été l'amour de sa vie depuis tout jeune. Ils vont au cinéma, ils vont au resto, ils rentrent à la maison, ils sont dans le lit, ils font l'amour. Arrêt cardiaque. C'est une mort sublime, pour moi. Mon ami Christian, celui qui est là, lui, il s'est pris il était sur son T-Max, puis d'un seul coup, il se casse la gueule, comme ça. Et donc, ils ont découvert qu'il avait une tumeur au cerveau. Il a tenu 6 mois. Mais dans des souffrances pas possibles. 2 heures avant sa mort, j'étais à l'hôpital, il me prenait la main, puis il me dit « Francis, j'en peux plus. Ça, c'est horrible. » Un autre ami... David, ouais, parce que j'en ai perdu un paquet quand même. Hein. Et des amis durs comme du béton, hein, solides. Donc il part s'installer à Deauville avec Laurence, il se marie, il monte son salon de coiffure, et ça fait 1 mois qu'il est ouvert. Puis le soir, il rentre, il dit à Laurence, oh, j'ai mal là. Et donc ils viennent sur Paris pour passer des examens, pareil, une tumeur. Et là, je chope le chirurgien, je lui dis, vous ne faites pas de l'acharnement thérapeutique sur lui. Ils l'ont massacré, tu m'entends, massacré. J'avais une haine contre eux, mais leur puissance. Si tu sais pas si tu peux rien faire, laisse-le mourir tranquille. Voilà, tu lui donnes des cachetons pour qu'il souffre pas trop. C'est horrible, ça.
Voilà, ça c'est un truc qui m'a traumatisé tout petit. C'est ma grand-mère maternelle qui a été la première ou une des premières à tester les rayons au laser pour enlever une tumeur. Ils l'ont carrément vautré. Elle avait un bras ici qui était gros comme ça et qui tenait entre l'épaule et le bras par un truc comme ça. Et elle vivait sous morphine du matin au soir. Et elle a tenu pendant 15 ans comme ça, dans des souffrances horribles. Mon autre grand-mère, paternelle, elle savait que le soir du jour de l'an, elle m'emmenait tous les ans chez Génie, au restaurant La Brasserie chez Génie, parce que moi j'aimais beaucoup y aller, parce qu'il y avait des serpentins, des cotillons, des chapeaux, des trucs, bref. Mais j'avais quoi? J'avais 9 ans. Et je déjeune avec elle, et elle me dit ah bah écoute, va voir ton ami Loïc cet après-midi, comme ça moi je fais une petite sieste pour être en forme ce soir. Elle s'est jamais réveillée. Ça, je dis bravo, c'est une belle mort. Parce que dans sa tête, elle rêvait que le soir, elle allait avec son petit-fils au restaurant, qu'il allait s'éclater, qu'il allait... Donc elle, par la même occasion, qui s'éclate de me voir m'éclater. Alors je ne sais pas si ça peut aider à ta réflexion justement sur cette angoisse du vieillissement. Moi je te dis, le seul truc qui ne va pas, c'est la maladie. C'est le seul truc qui ne va pas. Ah, ça me rappelle une anecdote de mon père. J'avais 14 ans, je crois. Et il me dit, faut que je te parle, j'ai une chose à t'apprendre. Je dis, papa, je t'écoute. Et il me dit, n'essaye jamais de comprendre une femme, car pour cela, il te faudrait 2 vies, mais tu n'en as qu'une. Donc, profite de la vie que tu as. Ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde, profiter de la vie qu'on a. Ça, c'est une anecdote, l'histoire de la femme. Mais c'est pour revenir qu'on n'a qu'une vie. Il faut la bouffer à pleines dents. Ah, ça, c'est indispensable. Il faut jouir de chaque jour, de chaque moment, de chaque instant. Alors c'est vrai qu'en vieillissant, on devient plus tranchant. À savoir que des fois, dans un réseau, on a quelqu'un qui nous convient pas, mais il fait partie du groupe, donc on le tolère. Lalalala. Ah, moi, je perds plus de temps avec ça. Hein. Je supporte pas. Hop. Je suis tellement heureux d'avoir mes amis avec lesquels j'ai des choses à dire, avec lesquels j'ai... Voilà, par exemple, hier soir, j'ai eu un ami qui s'appelle Thomas, ancien directeur d'un magasin Roche-Beaubois. Il a démissionné et il vient de reprendre la fac pour faire ses études en psychologie. Donc il est sur les bancs d'école. Il a 40 ans. Ben oui, mais il a fait son choix. Et donc financièrement, c'est plus la même parce que on est d'accord, c'est pas pareil. Mais Roche-Beaubois l'a sollicité pour toutes les campagnes de week-end ouverts, promotion et tout ça. Ils l'ont sollicité pour qu'il revienne passer les week-ends, donc il va se prendre du blé le week-end, et la semaine, il est à la fac. Mais j'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit, Thomas, bravo, félicitations. Félicitations. Il voulait le faire. Fais-le. Lâche-toi. L'avenir est devant toi. Qu'est-ce que tu risques? Il faut surtout pas vivre avec des regrets. J'aurais dû. Et ça, c'est le pire des mots. J'aurais dû. Un exemple encore bête. Imaginons, aussi bien Catherine que moi, cette petite lampe verte là-bas, elle est un peu à cheval, si tu veux, admettons, sur le plateau de verre. Et je dis, elle va se casser la gueule. Ou Catherine dit, elle va se casser la gueule. Et on l'a eu, il y a 20 ans de ça, systématiquement, l'objet cassait. Parce qu'on ne se levait pas tout de suite pour le... Maintenant, quand on voit quelque chose comme ça, on se lève tout de suite, on remet en place. Mais pendant 20 ans, on l'a constaté, tout ce qu'on voyait, qu'on n'a pas fait tout de suite, ça a cassé. Voilà, il faut le faire. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc, tu as ceux qui vont apprécier et ceux qui ne vont pas apprécier. Les gens doivent t'apprécier pour tel que tu es, je veux dire, pour ton âme, pour ton dynamisme, pour ta clairvoyance, pour... tu sais le dicton, hein, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et puis ensuite, de toute façon, tu vivras toute ta vie avec ce que tu as vécu avant. Mais tu ne garderas que le bon. Tu élimineras tout le mauvais, toutes les merdes qu'il y a pu y avoir. Tout ça va disparaître. Tu ne te souviendras que des bons moments, des belles aventures, des belles histoires, des beaux contes. Puis je vais t'enlever la mauvaise idée que tu as de penser à autre chose que la vie et oublier la mort. Ne serait-ce que de l'envisager à 30 ans,
alors que t'es même pas au tiers de ta vie, quoi. Enfin, à 27 ans, t'es au tiers de ta vie. Tu viens de passer un tiers et t'en reste 2 tiers encore. Donc un tiers que t'as passé, c'est l'apprentissage. Normalement, le tiers qui arrive là, c'est l'éclatade. Et ensuite, le tiers, c'est le repos et c'est les souvenirs. Est-ce que maintenant, tu veux toujours de l'eau ou tu veux un verre de rosé ? Allez, je veux bien un verre de rosé. Je savais que je t'aurais par les sentiments. C'est vrai qu'après tout ce qu'on s'est dit, un petit verre de rosé, c'est vraiment ce dont on avait besoin. Parce que c'était très prenant, très émouvant ce moment passé avec Francis. Je vous avoue qu'on a continué à parler encore un moment. J'ai adoré passer ce moment avec toi et je te remercie pour cette histoire que tu nous donnes et ces enseignements de vie. Dans le parcours de Francis, je me reconnais beaucoup dans sa manière d'appréhender ses métiers et l'apprentissage de la vie sur le terrain. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai fait beaucoup de métiers différents. J'ai jamais vraiment réussi à rester longtemps dans un seul domaine parce que j'ai envie de tout tester, de tout voir. Moi aussi, j'ai une soif d'apprendre. Et une fois que je connais quelque chose, j'ai tout de suite envie de partir pour découvrir de nouvelles choses. Et le fait d'entendre comme ça quelqu'un qui pose sa vie face à moi et qui me dit c'était la bonne décision, heureusement que j'ai fait ça parce que je suis certain que ça a forgé la personne que je suis et qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup plus que si j'avais suivi un cursus plus normal, on va dire. Et toutes ces expériences ont fait que mon âme a grandi d'une façon très ouverte au monde et très ouverte aux autres. J'ai l'impression que la raison pour laquelle Francis est l'homme qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au fait qu'il ait fait tous ces métiers-là, qu'il ait rencontré toutes ces personnes, qu'il se soit lui-même créé son groupe d'amis, qu'il ait profité de son célibat pendant 40 ans et qu'il ait un peu fait en fait ce qu'il avait envie de faire au moment où il avait envie de le faire. Forcément, tout ça créer une personne qui ne peut être qu'en adéquation avec elle-même et du coup ne pas connaître la peur ou en tout cas ne la connaître que quand elle est présente, pas imaginer des choses qui ne sont pas encore arrivées comme j'ai la mauvaise habitude de le faire. Souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais souvent j'imagine des choses qui ne se sont pas produites, des choses horribles, des choses qui me font peur, et je pense au futur, et c'est bien pour ça que j'ai peur de vieillir aussi. Et vivre au jour le jour, vivre le moment présent, je pense que c'est ça la clé du bonheur. Et au moment où quelque chose arrive, quelque chose de grave, comme dans l'histoire de Francis, le cancer de sa femme, c'est à ce moment-là, oui, tu peux avoir peur, à ce moment-là, tu peux t'inquiéter, être triste, mais tous les autres moments, il faut les prendre comme ils arrivent. Si ça n'arrive pas, il n'y a aucune raison de l'imaginer ou aucune raison d'anticiper ou d'avoir peur pour des choses qui parasite le fait que tu puisses vraiment vivre intensément le moment présent que tu es en train de vivre là, maintenant. Bon, encore une fois, j'explique tout ça avec mes mots. En tout cas, pour moi, c'est ce qui ressort du témoignage de Francis. Et évidemment, ma conclusion, c'est vivre le moment présent et goûter la vie comme elle vient au maximum à 100%. C'est pas facile, surtout pendant des périodes comme celle-là qui sont très anxiogènes, où il se passe beaucoup de choses. Il faut essayer de rester optimiste, se concentrer sur l'essentiel et profiter de la vie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas que pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre des commentaires et puis partager, liker la page Instagram. Voilà. Merci encore à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Rétrospective.